de notre Congo LM, conduite par M. Daniel Pouy. Nous sommes arrivés à la résidence privée de M. Christophe Kisselokile. Pourquoi? Parce que nous sommes en période de fête d'indépendance qu'on a fêté hier, bien sûr, mais la période continue. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour des termes assez quinois, je pourrais dire le coco à M. Christophe Kisselokile, le grand-père de Christophe Kisselokile, quand même, c'est quelqu'un qui est même mort pour ce pays, pour réclamer cette indépendance. C'est vraiment les gens qui se sont battus pour l'indépendance. C'est vrai, on va plus dans le cadre politique, mais quelque part, il faut vous dire que Simon Kimangou, c'était aussi un de ces Congolais-là qui s'est battu pour que le Congo soit libéré des mains des colonisateurs. Alors voilà, il est là. Lui, on l'appelle Christophe Kisselokile, dans un nouveau style, quand même assez modéré. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Les gestes barrières. Comment ça va? Je me mets là. D'accord. Commencer à vous demander de vous représenter parce que la télévision, c'est chaque jour, c'est chaque moment que les gens suivent. Et il y a des nouvelles personnes qui peuvent tomber, qui vont dire que ce monsieur en costume, c'est qui encore? Alors, qui est Christophe Kisselokile? De par le nom, on peut le savoir, mais qui il est en fait? Merci beaucoup pour la question. Je suis le président. D'abord, je suis le petit-fils de papa Simon Kimangou, et puis je suis le fils de papa Kisselokile Charles. Et puis, je suis le président de la fondation Charles Kisselokile. Ok. Est-ce que, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, c'est quoi l'objectif et le but de la fondation Charles Kisselokile? L'objectif, c'est d'atteindre les couches sociales les plus démunies et de leur apporter une aide qui pourra éventuellement améliorer les conditions de vie. Et vous êtes basé où? Le siège social est ici, et puis nous avons plusieurs sièges administratifs. Même à l'étranger aussi? Oui, jusqu'à l'étranger, jusqu'en France. Ok, parlez-nous un peu de ce parcours. D'où était venue cette idée? Comment vous avez eu à mettre ça en place, à parcourir jusqu'à nos jours? C'est depuis quelle année vous avez eu à créer ça? L'idée de la fondation a commencé à germer dans les années 2001. À partir de 2001, nous avons commencé à... c'est la famille, hein, c'est tous mes frères aussi. On a commencé à réfléchir sur une façon d'aider les gens. Et d'abord, l'idée est partie, est germée à partir du vivier kimbanguiste. Comme on était dans l'église, évidemment, on a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des difficultés. Nous avons commencé à apporter une aide, mais c'était une aide ponctuelle. Et après, nous avons constitué un fonds. C'est ce qu'on a appelé le fonds Charles Kisselokile. Ce fonds-là servait à accompagner les parents en difficulté pour les paiements de frais de scolarité des enfants, parce que c'était parmi les objectifs que nous avons projetés. Pourquoi? Parce que mon père a commencé à mener des actions sociales depuis les années 60. Il a contribué pour construire les écoles. Ils ont travaillé avec Papa Liangel Nakoutima. À deux, ils ont lancé le premier réseau, on peut dire privé, parce qu'il n'y avait que les catholiques. Il y avait les catholiques, il y avait les protestants, et c'était en tout cas les grandes églises, et puis il y avait l'État. Et maintenant, eux, ils ont lancé un projet d'un réseau d'écoles, mais kimbanguiste. Donc c'est eux qui ont lancé ça, et vraiment ils ont contribué, ils ont beaucoup investi dans l'éducation des masses. C'est pourquoi nous, on a repris dans nos objectifs, dans notre vision, on a repris à peu près ce regard-là, cette façon-là de travailler. Nous avons voulu évidemment honorer nos pères par rapport au travail qu'ils ont accompli. C'est de là est partie l'idée. Et là, nous sommes en 2001-2002. Et avec la crise qui s'est accentuée, nous avons évidemment élargi nos champs d'action. Et avec les difficultés montantes, et puis le fonds qu'on avait constitué commençait à diminuer, on n'avait plus assez d'impact. C'est pourquoi nous l'avons transformé en fondation. On est parti du fonds
on l'a transformé en fondation, et c'est la fondation qui a pris le relais. Et la fondation, c'est beaucoup plus vaste. On touche plusieurs projets, ça va du logement, ça passe par les soins de santé, par l'accompagnement, l'accompagnement même de nos institutions. Et il y a plusieurs partenaires qui vous ont soutenu aussi, quand même. Mais bien sûr, bien sûr, nous avons eu l'appui de beaucoup de partenaires, à commencer par notre vivier naturel, qui est l'église kimoriste. Donc, nous avons eu l'appui de beaucoup de kimoristes, mais nous nous sommes déjà émancipés de l'église. Nous travaillons avec des partenaires extérieurs, avec tout le monde. On travaille avec les catholiques, on travaille avec le gouvernement. On apporte notre aide à chaque fois qu'on peut, là où on peut. On apporte notre aide, on travaille même dans la mise à niveau, même du personnel public. On a des projets pour ça aussi, pour accompagner, pour que la façon de travailler dans l'administration, que ce soit surtout à l'intérieur, puisse changer. Donc, emmener des compétences, essayer de donner des formations, c'est ça nos projets phares. En fait. Alors, on va aller dans le vif du sujet très bientôt quand même, mais on sent que du côté Kisolo-Kivé, quand même, il y a une union quand même et de l'amour dans le travail ou dans la famille. Je ne sais pas, cela dépend de l'éducation de papa Charles qui a donné à ses enfants. On sent vraiment que vous êtes quand même réunis. Alors, ce qui veut dire que quelle est aujourd'hui l'expérience que vous pouvez retenir de papa Charles Kisolo-Kivé dans son travail, de un, premier volet de la question. Le deuxième volet de la même question est de savoir qu'est-ce qu'il voulait. Il voulait à vous, ses enfants. Il vous avait dit quoi? De pérenniser l'action de papa Simon Kimbangu, que vous aussi vous transmettez aussi aux générations qui viennent, à vos enfants, pour que cela reste quand même inoubliable et que ça vive à perpétuité. Allez-y. Et merci pour la question. Je pense que papa, pour nous, quand on parle de papa, ça peut être papa Kisolo-Kivé, ça peut être papa Diangenda, ça peut être papa Diangenda. Donc c'est comme si on a trois pères en un seul père. Donc eux, ils nous ont transmis quelque chose. Ils nous ont transmis essentiellement l'amour du travail, l'éducation. D'abord l'éducation et puis l'amour du travail. Et c'est pourquoi, comme vous le dites, justement, nous nous sommes servis de ce modèle-là, de ce modèle pour pouvoir, évidemment, reproduire la même chose. Donc nous, on est beaucoup plus dans l'option d'éduquer et puis de travailler. C'est vraiment ça l'option, l'optique. C'est ça les fondamentaux qui nous ont légués en fait. Parce que nous avons été éduqués par les trois papas en fait. On circulait, on tournait comme ça. On allait chez Papa Diangenda, il pouvait venir ici, il impose l'ordre, il y a les fêtes comme ça. Donc, dans la famille, on a fonctionné comme ça. On a toujours eu ça. Et les fondamentaux qu'ils nous ont donnés, c'est l'amour du travail et puis la bonne éducation. Donc, on nous a formés, on nous a enseigné la façon la plus respectueuse de traiter l'autre. Ça, c'est les fondamentaux pour nous. Ok, ça c'est le fondamental. Parlons maintenant de l'actualité de l'indépendance de la République démocratique du Congo. L'histoire nous renseigne qu'en 1951, on a eu à tuer, n'est-ce pas, Simon Kimbangu, qui a lutté par rapport à toutes les atrocités que les Belges étaient en train de faire par rapport à notre peuple. Alors, en 60, on a eu l'indépendance, pour ne pas dire 9 ans après la mort, n'est-ce pas, de Simon Kimbangu. Et aujourd'hui, nous sommes en 2020, 60 ans depuis que le pays a accédé à l'indépendance. Quelle est votre lecture par rapport à tout ce qui s'est passé? D'abord, je tiens à corriger un peu. On n'a pas tué en 51, il est mort. Il était malade et puis il est mort en prison. Mais il est mort après avoir passé 30 ans de prison. C'est le plus vieux prisonnier du monde. Plus que Mandela. Et les conditions, parce que Mandela, dans l'île où il était, c'est vrai que c'était des prisons, c'était des cellules, mais ceux qui ont vu la cellule dans laquelle Papa Simon Kimbangu a passé 30 ans, quand ils sortent de la prison de Lubumbashi, quand ils sortent de cette visite-là, sont toujours choqués. Parce qu'ils disent, non, on ne peut pas mettre quelqu'un dans ces conditions pendant 30 ans. Donc il a vraiment vécu dans la difficulté, dans l'humiliation.
au quotidien. Donc c'était vraiment ça son truc. Je voulais juste le corriger. Hein. Donc il est mort de maladie après avoir passé 30 ans de souffrance. Il était chicoté tous les jours. Tous les affres qu'on nous a. Pour nous, le 60e anniversaire, comme vous le dites, 60 ans, c'est l'âge, comment dire, c'est l'âge d'or en fait, hein, pour quelqu'un. C'est l'âge d'or. Ça veut dire on est passé par la sagesse dans la cinquantaine, on devient sage, mais à 60 ans, on est plus que sage, on devient quelqu'un de raisonnable, vraiment, c'est pourquoi on parle de l'âge d'or. Et justement, normalement, 60 ans, ça devait être l'âge d'or pour nous. Mais malheureusement, en tout cas, ça c'est tout le monde qui fait un constat, on dit que le pays n'est pas là où on était censé être. Donc, c'est un peu une sorte d'échec, hein, d'échec que nous devons assumer collectivement, hein, que nous n'avons pas atteint tous nos objectifs. Et maintenant, c'est à nous maintenant de voir. Pour moi, sincèrement, je pense qu'il est temps, c'est le moment peut-être de s'arrêter un peu, de réévaluer. J'ai beaucoup entendu pendant cette période des analyses, les économistes sont passés, il y a les psychologues, il y a toutes sortes de personnes, pour les politiques et tout, pour donner leur point de vue. Moi, je dirais simplement qu'à un moment donné, il faut qu'on prenne le temps de s'arrêter. On s'arrête, on évalue tout le parcours, l'histoire doit nous enseigner pour qu'on puisse se projeter dans l'avenir. On s'arrête, on revoit tout, on réévalue tout, et puis on essaye de prendre un nouveau départ. Et en prenant un nouveau départ, j'aimerais bien insister sur le fait que un peuple qui n'a pas d'histoire est un peuple qui est appelé à disparaître. Ça, c'est connu. Il faut qu'il y ait des fondements dans les sociétés. Il faut qu'on ait notre culture, notre histoire, que nous ayons des valeurs refuges. Là où on peut aller puiser pour continuer à avancer. Et dans ce recours à l'histoire, nous devons tenir compte de toutes ces valeurs. C'est important. Monsieur Christophe Kissolokele, dites-nous un peu, est-ce que dans la famille, parce que vous dites que vous avez été élevé par 3 pères, on vous avait interdit de faire de la politique quand même pour votre pays? Ou bien ça ne vous marche pas? Non, on ne nous a pas interdit de faire la politique. Non, pas du tout. Parce que moi je considère, hein, à moins que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui qui utilisent la politique comme un marchepied pour une amélioration de la condition sociale. Ils veulent devenir riches, ils veulent posséder, c'est pourquoi ils entrent en politique. La politique doit être un chemin de croix. La politique doit être, ça doit appartenir aux sacrifiés. Les gens qui vont là-bas par sacrifice, parce que quand on va en politique, on est censé se laisser au service du peuple. Donc, on se contentera du salaire qu'on aura, et on vivra avec ça, et on rendra que service. Il n'y a que comme ça que ce pays peut se développer. Donc la politique ne doit plus être le marchepied, le tremplin pour devenir riche. La politique doit être comme un sacerdoce. Hein, c'est comme on va dans la prêtrise, c'est comme ça. Quand on va, on se sacrifie pour... C'est ce que ça doit être la politique. Ça vous a déjà tenté aussi? Sincèrement, en tant que Congolais, en tant que petit-fils de Passimo Kimbangu, quand je regarde le sacrifice, tous les sacrifices de mon père, c'est sûr qu'à un moment donné, ça peut nous tenter, évidemment. Ça peut nous tenter pour qu'on essaie d'insuffler, hein, une nouvelle vision. J'ai un frère qui a été en politique, hein. C'est l'aîné de la famille. C'est Papa Jean Kissolokele, qui est déjà mort. Il a été ministre du Travail et de la Cohésion sociale. Et il est resté plusieurs années comme ça. Il a essayé d'améliorer les choses à l'intérieur. Je suivais son combat. Parfois, il venait nous dire, mais c'est pas possible, voilà ce qu'on peut faire, mais je suis attaqué, je suis de toutes parts et tout le temps. Mais il a été récompensé au moins. Quand Kabila Père est arrivé, on avait cité les politiciens qui n'ont jamais touché, qui n'ont jamais été corrompus. Je pense qu'il n'y avait que 2. Hein. Oui, il y avait lui et quelqu'un. Oui, il y avait juste 2 personnes qu'on a citées. Mon frère. Voilà. Donc c'est la preuve que faire de la politique pour nous, ce n'est pas un tremplin économique. Faire de la politique pour nous, c'est un devoir sacerdotal. Voilà. Mais c'est d'abord, M. Christophe, puisque c'est 60 ans, on dit, on doit évaluer. Mais il est temps maintenant que les gens qui peuvent aujourd'hui, avec la vision du chef de l'État,
avec l'état de droit actuellement, c'est le moment maintenant que vous devrez quand même lever la tête, sortir la tête de l'eau pour essayer de l'accompagner. Quand on dit on a un bon chef, le bon chef cherche des gens qui peuvent l'accompagner dans cette vision pour réussir le pari. Et tout ça, c'est dans l'intérêt du peuple. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est vrai que le momentum, ce moment-ci, elle est particulière parce que ça nous apporte d'autres perspectives. Comme je dis, faire de la politique pour la politique, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est venir redresser, changer les choses, emmener un vent nouveau, apporter une autre vision. Donc, je pense que là, peut-être c'est la période d'observation. De toute façon, si on a besoin de l'un de nous, je ne pense pas que nous fermons les portes. Hein, j'ai mon frère qui travaille avec le président actuel, mais bon, qui ne travaille pas officiellement, mais qui travaille plus pour... il donne des idées, il essaie d'accompagner. Donc, il y a déjà un travail qui se fait. Mais si on fait recours à nous, je pense que en termes de compétences et en termes de probité, je ne crois pas qu'on ne trouvera pas. Le champ est là, nous sommes disponibles. Voilà, revenons à la Fondation Kisolo Kili. Qu'est-ce que nous pouvons retenir comme projet d'avenir, en dehors de tout ce que vous avez eu à faire? En tout cas, le plus grand projet, le projet qui nous tient vraiment à cœur actuellement, c'est l'accession au logement pour tous. On a constaté que le seul legs, l'héritage que quelqu'un peut laisser de tangible, de palpable, c'est dans la brique, c'est dans les constructions. Et beaucoup de gens aujourd'hui, qu'on parle de corruption, qu'on parle de tout ce qui se passe, c'est la peur qui crée ça, qui génère ça. La peur, ça veut dire que quelqu'un ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain. Et si je mourais, qu'est-ce que je vais laisser? Alors tout le monde se bat. Si aujourd'hui, on réduit cette peur-là, on lance des grands projets de construction de maisons. Parce que moi, nous, dans notre imaginaire, on voyait au moins commencer avec des gros projets. On va commencer avec un petit projet avec l'objectif d'atteindre au moins 1 million de logements. Si on atteint 1 million de logements, ça permet à tous les fonctionnaires à travers le pays de pouvoir accéder, et on met des prix les plus bas possibles. Donc, ce n'est pas l'intérêt, ce n'est pas le bénéfice qui nous intéresse, comme les projets qu'on a vus. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'abord les effets induits. Donc, ça veut dire on donne une maison à un fonctionnaire, même s'il ne gagne pas énormément, mais s'il peut accéder à ce logement-là, ça va créer d'autres emplois, parce qu'il y aura des gens qui vont construire ces maisons. Ça va donner du travail. Il y aura des gens qui vont s'occuper de l'entretien. Il y aura des effets induits après. Et puis, la condition sociale. Ils auront moins peur. Donc, c'est moins de tension sociale dans le pays, et ainsi de suite. Donc, c'est pourquoi c'est vraiment le projet phare. À part d'autres projets, nous avons l'agriculture. Pour l'agriculture, on a pensé à quelque chose de simple, parce que le projet Bukangalonzo, au fond, c'est pas un mauvais projet, mais c'est la procédure. La procédure qu'on a utilisée pour arriver à ce projet, c'était pas bon. Parce que le projet Bukangalonzo, nous l'avons développé dans notre plan quinquennal, parce qu'on avait fait un plan, on avait appelé tous les experts ici, et nous avons fait un travail pendant 1 semaine pour voir les projets, comment on peut faire. On a établi un plan quinquennal. Et dans ce plan quinquennal, il y avait à peu près, il y avait le projet Bukangalonzo, mais pas le projet Bukangalonzo évidemment, mais c'est un projet analogue. Avant que le projet Bukangalonzo commence, parce que nous avons d'ailleurs, avant que le projet Bukangalonzo commence, on avait monté un dossier. On avait fait un projet qu'on a emmené chez le Premier ministre Matata Ponyo. Apparemment, on vous a volé, comme on dit. Non, je ne veux pas dire qu'on nous a... Je ne peux pas accuser les gens de nous avoir volé notre idée, mais en tout cas, avant que le projet Bukangalonzo sorte, la fondation Charles Kisolo Kili avait déjà produit un projet comme ça. On a déposé chez le Premier ministre. À l'époque, Matata Ponyo. À l'époque, Matata Ponyo. Et malheureusement, quand on a vu Bukangalonzo, ce qui nous a le plus choqué, c'est parce que on a dit, on aurait pu passer avec la procédure, l'idée de la fondation, ce projet-là serait encore viable. Parce que nous, c'était un projet progressif qui incorporait tous les paysans. On créait comme une coopérative, et la coopérative tranquillement s'autofinancer pour devenir le grand projet. Parce qu'apparemment, si tu suis bien Kevin,
Vraiment, tout ce que M. Christophe est en train de dire, quand il a parlé par exemple de logement social, oui. Nous avons vu, ça a déjà créé des retombées. Il y a des gens qui sont en prison aujourd'hui pour avoir détourné l'argent dans ce secteur. Et également, quand vous parlez de projet Bukangalo, si vous suivez le discours du chef de l'État le 30 juin 2020, il a fait allusion à ça en disant que dans le cadre de l'État de droit, il serait bon que la justice ouvre grandement les yeux pour suivre un peu. C'était l'argent du pays qui était dilapidé de la société. Voilà. Donc, on a suivi. Nous allons revenir encore sur notre paire de manches, comme on peut le dire. Dites-nous un peu, aujourd'hui, moi j'ai dit toujours, je reviendrai sur quelque chose que vous-même vous avez dit, l'éducation de 3 pays, une union. Cette séparation qu'on a appris, il y a des gens qui sont guiri-guiri, c'est la famille, c'est qui, parce que papa qui m'a le voulait. Il y a mon coteau, c'est quoi? Mon coteau. Exactement. Donc il y a Kamba là-bas, il y a d'autres gens qui ne peuvent pas arriver. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous qui avez un grand nom, pourquoi vous ne pouvez pas vous mettre tous sur une table et vous entendre? C'est quoi? C'est toujours derrière les intérêts quand même pécuniaires, comme on peut le dire. L'union fait la force. Sincèrement, ça serait réducteur de parler d'intérêt pécuniaire. Pourquoi? Vous êtes venu chez moi, je ne suis pas un quémandeur, je travaille. C'est tout. Je travaille et tous mes frères travaillent. Vous allez voir, on travaille nous tous. Vous avez entendu parler de papa Armand Diangen, qui est mon frère, c'est un grand maître. Est-ce qu'il meurt de faim? Non. Donc ça veut dire que ce n'est pas un problème d'argent. Il y a autre chose, c'est un problème peut-être de pouvoir, de contrôle. Là, je suis d'accord, mais ce n'est pas un problème pécuniaire. Et nous, de notre côté, c'est nous qui avons subi quand même. C'est nous qui sommes les victimes de cette situation. Parce que au départ, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est un peu pour nous réduire. Parce que l'idée, c'est que mon frère, c'est lui qu'on avait mis comme représentant légal chef spirituel, c'est nous qui l'avons désigné. Il a fait un discours le 26 août pour annoncer que mes frères m'ont désigné comme représentant légal. Mais nous, on... Papa Koloto, Papa Charles, Yem Tateli Misingay, Ye azali tata na ngai boyebi yango mpe toyebi te mbuta zani ezina wowo papa Kimbangu abote papa Kulutu elelo oyo papa Kulutu atikali kobota biso banda na yaya nkwakiadi tina mama Solange tozali mutu moko tozali kopanzana na Brazzaville Nangola, tina poto. Mais ceux qui bossali mabe, pas yande konangai, ngana ko sepelate. Et l'accès était vous a préparé échec pour la bissou. Mais nous, on forme un corps. Et ce corps-là, si vous nous séparez, vous cherchez notre échec. C'est ça son discours. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il reconnaît d'abord que c'est nous qui l'avons placé là et qu'il reconnaît qu'il va vers un mur si il se détache de nous. Mais pourquoi il a fait ce discours-là? Parce que un jour après sa nomination, il a commencé à avoir des avis des gens. C'est pourquoi il a dit mieux vaut prévenir que guérir. C'est pourquoi il a annoncé à tout le monde officiellement que si vous nous séparez, vous cherchez notre échec. Mais malheureusement, la machine s'est mise en marche justement pour question de pouvoir, parce qu'il savait qu'on est tous là. Je ne suis pas bête, j'ai étudié. Voilà. Hein, je ne suis pas bête, j'ai étudié, j'ai plusieurs formations. C'est pourquoi je gère ma fondation. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils savent pertinemment bien que si on se met tous ensemble, je vous ai parlé de mon frère Papa Armand Diangen, je vous parle de mon frère Papa Alphonse Guissoloquet. Mais voilà, il n'y a que, pour moi, quand je les regarde les frères, je considère que c'est des potentialités incroyables. Quand je regarde, c'est que mon frère Papa Paul Guissoloquet a fait à Luanda. Hein, il a l'admiration du gouvernement angolais, c'est clair. Donc, ça veut dire que, mise ensemble, toutes ces compétences-là, je pense que c'est une bombe de développement. Et on nous a empêché justement de nous mettre ensemble parce qu'ils savaient que si on est ensemble, je suis sûr qu'on pourra même développer ce pays. Okay. Moi, en tout cas, c'est mon point de vue. Alors, ce qui est arrivé déjà là, maintenant, qu'est-ce que vous proposez comme solution?
en disant, bon, vous vous êtes déjà retrouvé comme ça. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme canal, n'est-ce pas, de sortie afin que... Par rapport à la crise. Voilà, par rapport à... En tout cas, nous avons proposé plusieurs. Et même le leitmotiv même de nos messages, de nos adresses, de tout ce qu'on envoie comme message, c'est une chose, on parle de la réconciliation. Si on parle de la réconciliation, justement, c'est la preuve que nous, dans notre subconscient, on ne réfléchit que comme ça. D'ailleurs, dans l'espace que nous occupons, partant de l'Angola, passant par le Congo-Brazzaville, ici à Kinshasa, à l'intérieur, qui s'agagne partout, et à l'extérieur aussi, on parle de la France, de l'Allemagne, partout où nous sommes, c'est le même discours. Parce que l'Église est divisée aujourd'hui. L'Église, c'est comme si c'était en deux fractions. Et ces fractions s'équilibrent. Peut-être à Kinshasa, il y a beaucoup plus de gens au centre, mais en Angola, il y a beaucoup plus de gens qui réfléchissent comme nous. Mais c'est quoi notre réflexion? Nous, on a un slogan, on dit 26 égale à 1. Ça veut dire tous les 26 petits-fils de Papa Simon Kimbangu égale à Papa Simon Kimbangu, ils doivent s'unir. Et là, quand on parle de prophétie, nos pères nous ont dit ceci par rapport à ça, à cette union-là. Ils nous ont dit, si vous voulez obtenir quelque chose, nous parlons de la spiritualité. Si vous voulez obtenir quelque chose, que ça soit pour vous-même, que ça soit pour le peuple congolais, que ça soit pour le monde entier. Donc, on nous fait même sortir du carcan familial, nous touchons l'Église, nous touchons le pays et nous touchons l'humanité. Ils nous ont dit ça, c'est un legs, ça a été, on l'a dit plusieurs fois. Nos pères nous ont dit, si vous voulez obtenir quelque chose, mettez-vous ensemble, priez. Donc, je pense que la solution est là, à moins d'être avec. Moi, je pose la question. Là où 2 ou 3 personnes se réunissent à mon je me pose la question, je dis, mais pourquoi on ne prend pas conscience de ce fait-là? Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde, on ne peut pas dire que le monde va bien. On ne va pas dire que la RDC... D'ailleurs, on a fait le bilan de 60 ans. On trouve que c'est un échec. Parce que les conditions de vie ne sont pas bonnes. Parce que les gens souffrent. Alors je dis, il faut combien de morts? Parce que j'ai été enterrer la petite soeur de maman dimanche passé, pas plus tard que dimanche. Et mon choc a été de voir le nombre de tombes qu'il y avait. Parce que j'étais venu enterrer quelqu'un il y a une année. Et je reviens aujourd'hui, c'était pour parler, c'était à Mbenzeke, Nouvelle Cité. J'ai vu les tombes qui se sont ajoutées en une année. J'ai été choqué. Parce que je me dis, les tombes qu'on voit là, c'est les gens qui ont les possibilités. Parce que pour enterrer Mbenzeke Cité, il faut avoir les possibilités. Et ceux qu'on a enterrés ailleurs, on ne voit pas. Voilà. Si les gens qui ont les possibilités, il y en a autant, et alors, je dis, il faut combien de morts pour qu'on se rende compte que c'est peut-être aujourd'hui plus qu'une guerre, c'est peut-être plus que la Syrie. C'est que même Covid-19. Exactement. Donc nous mourons, nous sommes en train de mourir. Alors, c'est pourquoi je dis qu'on fasse recours à l'histoire pour aller puiser, pour qu'on trouve des solutions idoines pour le futur. Et en même temps, pour nous, je demande à toutes les âmes bien nées, à toutes les personnes qui sont, qui ont l'idée de l'amour, tout ça, qui se mettent ensemble pour nous aider, pour nous accompagner à remettre les petits-fils de Papa Simon Kimbangu ensemble. Alors pour terminer, certainement, d'abord je dois rappeler une chose, c'est que Christophe Kizolokele, c'est comme si vous étiez préparé à nous recevoir, vous parlez tellement, il y a pas une question qui peut même vous faire balbicider la bouche quand même, mais vous êtes là, je ne sais pas si vous êtes un homme de presse aussi, parce que vous avez répondu à toutes nos questions, ça c'est d'abord pour vous féliciter. Vous n'avez même pas hésité, vous nous répondez. Mais maintenant, la toute dernière question, c'est celle-ci. Oui. On sent qu'il y a de l'intelligence en vous. Vous êtes dans une grande fondation qui est représentée à travers le monde, presque partout. Mais le Covid-19 est arrivé, la crise mondiale, cette pandémie mondiale. Quelles sont les propositions que vous pouvez faire pour qu'en RDC, on sorte pendant ce Covid-19 et après, parce qu'on doit vivre pendant un temps avec, pour sortir de cette crise économique? Aider un peu l'opinion, aider le gouvernement qui vous suivra en ce moment
peut-être comme disent les Quinois, on ne sait jamais. En tout cas, je vous recommande déjà les gestes barrières pour commencer. Je vous recommande les gestes barrières, lavez-vous les mains, portez les masques, un peu de distanciation sociale, tout ça, les gestes que nous connaissons. Et puis, le Covid-19, c'est une forme de grippe, mais de grippe qui a été modifiée. C'est une forme de grippe qui a été modifiée. Et cette grippe-là, aujourd'hui, touche, qui a été modifiée, touche beaucoup les gens. Donc, je recommande déjà, nous, ici, on a un avantage. Notre avantage, c'est que notre système immunitaire a été confronté à beaucoup de situations, beaucoup de maladies. Aujourd'hui, si on essaie juste de le booster un peu, on peut le booster avec des fruits qu'on trouve là, sur place, que ce soit même nos plantes, hein, les tangaouis ici, ceux que nous avons ici. Déjà, si on prend les oranges, les tangaouis, tout ce qui peut, peut-être que vous allez me dire que tout le monde n'a pas la possibilité d'acheter les oranges. Il y a d'autres fruits, il y a les papayes, il y a plein de fruits, on est capable de manger pour booster le système immunitaire déjà. Hein, ça c'est en termes de nutrition. Ouais. Et en termes maintenant en termes médicaux, je pense qu'il est temps qu'on essaie déjà de revoir notre système de santé. Ce n'est pas normal que 60 ans après l'indépendance, nous sommes partis d'un point. Parce que quand nous parlons des années 60, les parents qui ont repris le pays en main, ils ont trouvé un système quand même. Tout à fait. Ils ont trouvé un système de santé qui fonctionnait. Il y avait quand même des gens qui avaient des cartes, déjà, des cartes d'assurance qui leur donnaient accès au traitement. Je pense que 60 ans après, c'est la moindre des choses. Je pense que le président en a parlé. Qu'il y ait une carte vitale, c'est la moindre des choses. Le Congo, dans les années 60, était beaucoup plus développé que le Québec. Parce que moi, j'ai vécu au Québec un certain temps. Le Congo était plus développé que le Québec. Aujourd'hui, le Québec... Même l'Afrique du Sud aussi. Même l'Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, nous, les Congolais, nous allons vers ces pays-là. On devient des réfugiés là-bas. Pourquoi? Parce que les conditions ne se sont pas améliorées ici. Donc, il est temps qu'on se reprenne et qu'on donne une nouvelle impulsion à notre système de santé. Qu'on essaie d'encadrer, parce que dans la santé, parce que moi j'ai fait une formation en sciences de la santé. Non, je suis un infirmier en fait, dans ma formation, et nous avons été formés pour communiquer avec les malades. C'est la dernière formation que j'ai fait au Canada. Ça permettait évidemment de gérer aussi la fondation qui a une partie médicale aussi. Donc, je veux dire, si on essaye de relancer le système de santé et on met les moyens qu'il faut, on met les moyens qu'il faut pour justement essayer d'atterrir à la création justement de cette carte vitale qui permettra aux gens la prévention. Parce que dans beaucoup de maladies aujourd'hui, même en Europe, que ce soit dans les pays organisés, développés, ils travaillent beaucoup sur la prévention. Pourquoi? Parce que quand on fait de la prévention, ça enlève, ça diminue le poids économique des maladies. Parce qu'avant d'être malade, si on se fait soigner, on n'est pas malade. Parce que dès qu'on est malade, on commence à peser dans le système de santé. Donc il faut revoir ce système de santé-là et essayer de mettre les moyens qu'il faut et évidemment lutter gangrène aujourd'hui. C'est une vraie gangrène. En suivant Maître de Zolobambi, qui avait parlé de 15 milliards de pertes annuelles pour un budget le dernier budget qu'on avait eu avec le gouvernement Tata tourne autour de 5 milliards. C'est grave. C'est très grave. Donc, on perd 15 milliards de dollars. Donc, si on mélange les deux, on a la potentialité d'avoir un budget de 20 milliards. Ce qui est déjà peu pour notre pays. Moi, dans ce pays, je ne vois que des budgets qui se comptent en plusieurs zéros. Je parle de 100 milliards pour commencer. Parce que le pays est trop vaste. Et c'est difficile pour nous de mettre les mains partout. C'est difficile si on n'a pas un budget conséquent. Donc, on a besoin déjà de lutter contre cette gangrène-là pour qu'on essaye de récupérer tous ces fonds perdus et qu'on les réinvestisse intelligemment dans des projets porteurs. Et la santé, l'éducation, c'est des projets d'avenir. C'est ce qu'il faut absolument développer. Et pour terminer pour cette maladie-là, le Covid qui vient bousculer un peu nos systèmes économiques et tout. Personnellement, la situation, je la prends pas comme étant une fatalité. Je prends ça plutôt comme une opportunité. Je
prends ça comme une opportunité. Aujourd'hui, le monde a été secoué. Mais nous, on peut tirer les marrons du feu. Comment? Il y a possibilité de développer notre agriculture. Parce que j'ai suivi plusieurs reportages dans lesquels on nous dit que l'espace RDC est capable de nourrir au moins 2 milliards de personnes. Donc ça veut dire que nous sommes capables de nourrir au moins 35% de la population mondiale. C'est ce que ça veut dire. Donc nous sommes importants. Pourquoi ne pas utiliser cette opportunité-là pour développer au maximum l'agriculture? Comme ça, de toutes les façons, avec un budget de 5 milliards, on ne peut pas dire qu'on était bien nantis, bien lotis. Non, pas du tout. Donc justement, c'est l'occasion pour nous de nous ressaisir et d'aller de l'avant. Il y a l'agriculture, il y a une exploitation intelligente de nos ressources minières. Voilà. C'est de tout ça. Et puis, je ne sais pas pourquoi on n'insiste pas assez sur l'écologie. Pourquoi on n'insiste pas assez? C'est une mine d'or pour la RDC aujourd'hui. Parce que nous faisons partie des 2 pôles. Hein, les 2 pôles, il y a le Brésil, puis il y a nous, qui sommes les poumons, les poumons du monde. Donc aujourd'hui, oui, avec les tourbières. Avec les tourbières aujourd'hui, on fait encore plus que le Brésil. Mais il faut qu'on arrive à capitaliser tout ça. Et aujourd'hui, on parle du crédit carbone. Il y a une bourse à Toronto, au Canada, qui s'occupe du crédit carbone. Donc, je pense que c'est le moment de nous mobiliser. Je sais qu'il y a un travail qui se fait parce que quand nous avons fait notre plan quinquennal, il y avait un volet écologie et on a travaillé avec l'expert Panou, qui est très en avance sur certains projets. Mais voilà, c'est des gens qu'on ne soutient pas, malheureusement. Ils connaissent, ils savent, il a représenté l'Afrique à Copenhague. C'est grand, un Congolais qui a représenté les présidents africains à Copenhague sur le sommet sur le climat. Donc, nous avons des experts ici qu'on n'utilise pas. Alors, moi je pense que nous avons même un parti écologique ici. Justement, il faut prendre tous ces experts. Moi, je suis dans l'idée des commissions. On doit créer des commissions spécialisées pour des domaines. On doit dire des penseurs, on prend des spécialistes. Nous les mettons ensemble, nous mettons les moyens pour qu'ils réfléchissent, qu'ils nous pondent quelque chose. Le Canada aujourd'hui, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, ça fonctionne comme ça. Dès qu'il y a un problème, on crée une commission, ils réfléchissent, ils produisent des solutions, on se projette sur plusieurs années et on avance. Aujourd'hui, on est en train de parler d'un Congo émergent dans 30 ans. On a parlé de 30 ans, donc on parle de 2050. Mais est-ce que nous avons cette capacité de réfléchir sur 30 ans? Généralement, les gens réfléchissent avec le slogan notre slogan à tous, donc quand nous réfléchissons comme ça, c'est sûr que nous arrêtons de nous projeter. Et quand quelqu'un arrête de se projeter, la vision devient floue, il ne voit plus. Voilà. Ça aussi, c'est un gros problème. Merci Christophe Kisselokilé. Donc, si on ne s'arrête pas, on ne s'arrêtera jamais. On a l'impression d'être rentré à l'université, prendre cours. Je ne savais pas de vous parler comme ça. Vraiment, je pense que si les hommes qui sont politiques aujourd'hui pouvaient parler comme ça, je peux y laisser développer. On a plus de gens qui sont là à dire oui, qui sont pour, qui sont contre, mais en train de se battre, FCC cache, mais on a besoin des gens qui donnent. La population a besoin de suivre ça. Nous sommes la voix des sans-voix, malheureusement. J'ai eu une discussion avec le directeur de cabinet du président Kabila, c'est Béancikou, qui est en Angola maintenant. Qui est ambassadeur. On a eu une discussion avec, je lui avais apporté le plan. Oui. Comment on voyait parce qu'on avait même un problème avec les ONG. Je leur ai posé la question, j'ai dit, est-ce que vous trouvez ça normal que les ONG, que les gouvernements donnent de l'argent aux ONG pour qu'ils fassent un programme sur le terrain? J'ai dit, c'est un manque de respect. Que les États-Unis passent par une ONG pour financer un projet ici, c'est pas normal. C'est vraiment un manque de considération. Et c'est sur base de ça que j'étais parti. On a discuté. Je lui ai montré notre vision, parce que cette vision-là ne m'est pas propre. Hein. C'est une vision familiale. Hein. On regarde tous de la même façon. Je peux vous mettre mon frère ici, un autre de mes frères, il parlera de la même façon. Donc c'est une vision. Et M. Béancikou m'a dit, à la fin de notre entretien, il m'a dit, il y a des gens comme vous qui ici dans ce pays,
Moi, je dis, mais oui, nous sommes là. C'est vraiment la voix des sans-voix. On ne nous écoute pas, c'est tout. Je dis, et je ne suis pas le seul, nous sommes plusieurs qui réfléchissent comme ça. Voilà. Sauf qu'on ne prend pas le temps de nous écouter. C'est pourquoi je parle de commission. Il faut qu'on institue des commissions qui vont réfléchir sur des sujets, que ce soit des sujets d'actualité, que ce soit des sujets du futur, mais qu'on commence à préparer le Congo pour ce développement futur-là, c'est important. Nous remercions, c'était bel et bien Christophe Kisolo-Kile qui a tellement bien parlé et vraiment, vous n'avez pas déçu. Monsieur Daniel. Ok, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin, n'est-ce pas, de notre entretien, notre grande émission, gros plan que vous retrouvez dans cette grande émission de compagnie Notre Congo LM. Pour aujourd'hui, nous avons fait un gros plan sur monsieur Christophe Kisolo-Kile, qui est président de la fondation Kisolo-Kile et également le petit-fils de Papa Simon Kimbangu. Ceci dit, nous vous laissons en bonne compagnie du programme de la radio-télévision nationale congolaise, la chaîne des grands événements.